Chapitre 6, la matière. Dans le chapitre 6, on parle du modèle particulier de la matière. Ce qui est important de comprendre par rapport à ce modèle-là, c'est que toute la matière est composée de particules extrêmement petites qu'on appelle des petits atomes. Ensuite, ce que ce modèle-là dit, c'est que les particules sont constamment en mouvement, peu importe si c'est un solide, un liquide ou un gaz. Ça dit aussi que plus la température est élevée, plus les particules bougent et que les particules sont retenues ensemble par des forces d'attraction, sauf avec un gaz. Dans ce tableau, on résume les propriétés du modèle particulier selon si nous avons un solide, un liquide et un gaz. En gros, ce qui est important de savoir, c'est que dans un solide, les particules sont extrêmement rapprochées les unes des autres, donc la force d'attraction entre les particules est très élevée. Les particules vont vibrer légèrement et les particules sont disposées d'une façon ordonnée. Dans un liquide, les particules sont un petit peu désordonnées. L'espace entre les particules est un petit peu plus grand que dans un solide parce que les forces d'attraction sont un petit peu plus petites et les particules ont quand même une certaine liberté de mouvement parce qu'elles peuvent glisser les unes sur les autres. Dans un gaz, les particules sont super éloignées les unes des autres. Il n'y a aucune force d'attraction et les particules cherchent toujours à occuper tout l'espace qui leur est alloué. Les particules vont être très, très désordonnées. Dans ce chapitre, on parle de substances pures et on fait la distinction entre les composés et les éléments. Dans le fond, une substance pure, c'est des substances qui sont composées d'une seule sorte de particules. Puis quand on parle de particules ici, on parle soit d'atomes individuels ou on parle de même sorte de molécules. Donc, quand je prends un composé, c'est une substance pure qui va être composée d'au moins deux éléments différents, liés chimiquement. Donc, un exemple d'un composé, ça pourrait être par exemple une molécule d'eau. Par contre, pour un élément, c'est une substance qui est formée d'une seule sorte d'atome. Donc, par exemple, si je prends une petite molécule de dioxygène, j'ai deux atomes d'oxygène liés chimiquement, mais on va dire que c'est un élément. Ici, vous voyez des exemples d'éléments, donc de l'hélium, du cuivre et de l'oxygène. Ici, vous voyez des exemples de composés. Le premier exemple, c'est de l'eau, comme j'ai dit tantôt, donc H2O. Au milieu, vous avez du NaCl, donc qui est du sel de table. Et à droite, vous avez du propane. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une molécule de propane, sa formule chimique, c'est C3H8. Dans ce chapitre, on parle également de soluté et solvant. Le soluté se dissout dans le solvant, tandis que le solvant dissout le soluté. Lorsqu'on fait une dissolution, on prend le soluté et on le dissout dans le solvant. Lorsqu'on dissout le soluté dans le solvant et qu'on a mis exactement la quantité maximale, on va parler d'une solution qui est saturée. Donc ici, vous voyez des petites particules de solvant en blanc et des petites particules de soluté. Lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant, les particules de soluté vont se répartir uniformément au travers des petites particules de solvant. Lorsqu'on a une solution sursaturée, c'est qu'on dépasse la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans le solvant. Donc, on va tout le temps se retrouver avec un dépôt de soluté au fond, comme on le voit ici. Lorsqu'on a une solution insaturée, c'est qu'on n'a pas mis la quantité maximale de soluté dans cette solution-là et qu'il y a encore une possibilité d'en rajouter encore. Donc, si on regarde les particules, si je rajoutais des petites particules de soluté rose
dans cette solution-là, on serait capable de les dissoudre et elles seraient réparties uniformément sans se déposer au fond. Lorsqu'on parle de solubilité, c'est qu'on a une solution qui est saturée et qu'on a mis la quantité maximale de soluté pouvant se dissoudre dans un volume de solvant. C'est très, très important, c'est le volume de solvant, contrairement à lorsqu'on prépare juste une solution d'une concentration X où on parle de volume de solution. La formule pour calculer la solubilité, c'est donc la masse du soluté qu'on peut dissoudre par un volume de solvant. Voici un petit exemple. Si on a une solubilité de 10 grammes par 100 ml, ça veut dire que lorsque je vais prendre 100 ml de solvant, je vais être capable de dissoudre exactement 10 grammes de soluté dans cette solution-là et je vais dire que cette solution-là, elle est saturée. Si par contre, je mets un petit peu plus que 10 grammes, j'en mets 11 grammes dans le même volume de solvant, donc 100 ml. À ce moment-là, c'est sûr qu'au fond de mon éprouvette, je vais retrouver un petit dépôt de mon soluté parce que j'ai mis trop de grammes de mon soluté. D'un autre côté, si je mets un petit peu moins que la quantité maximale, c'est-à-dire le 10 grammes, si j'en mets 9 grammes dans le même volume, 100 ml, ma solution va être considérée comme étant insaturée. Ça veut dire que je pourrais encore ajouter 1 gramme de soluté avant qu'elle ne devienne saturée. On a vu que certains facteurs peuvent affecter la solubilité, tels que le type de soluté utilisé, le type de solvant utilisé, ainsi que la température. Ici, on voit deux graphiques de la température versus la solubilité. Sur le côté gauche, nous parlons de substances qui sont solides, tandis que sur le côté droit, on parle de substances qui sont gazeuses. Lorsqu'on prend un solide, on observe que lorsque la température augmente, la solubilité augmente aussi. Donc, c'est directement proportionnel. Ça veut dire que au fur et à mesure que la température augmente, les particules vont augmenter, le mouvement des particules va augmenter aussi. Et si le mouvement des particules augmente, ça va faire en sorte qu'on va être capable de dissoudre plus de soluté dans notre volume de solvant. Lorsqu'on parle d'un gaz, dans ce cas-ci, on parle du dioxygène dans l'eau. On voit que c'est l'effet inverse. Lorsque la température augmente, la solubilité va diminuer. Ceci est expliqué par le fait que on sait que lorsque la température augmente, les gaz bougent énormément. Donc, si notre dioxygène bouge énormément dans l'eau, ça veut dire qu'il va y avoir des particules de gaz qui vont tranquillement s'évaporer et sortir de l'eau. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir de moins en moins de gaz dissous dans cette eau-là. Si je reprends les mêmes graphiques et qu'on veut regarder où est-ce que les solutions sont saturées, insaturées et sursaturées, on voit que directement sur la ligne, c'est exactement la quantité maximale qu'on peut mettre dans ce volume de solvant-là. Donc, par exemple, ici, on a des grammes par litre. Donc, à 20 degrés Celsius, on peut mettre exactement 360 grammes dans 1 litre de solvant. Aussitôt que je suis au-dessus de la courbe, ma solution sera sursaturée. Aussitôt que je suis en dessous de la courbe, la solution sera insaturée. Pour le graphique des gaz, ça fonctionne exactement de la même façon. Aussitôt qu'on est sur la courbe, la solution, elle est exactement saturée, en dessous, insaturée et au-dessus, sursaturée. Lorsqu'on prépare une solution,
c'est possible de calculer la concentration de cette solution-là et la formule qui est nécessaire pour calculer la concentration, elle est ici, c'est C est égal à M sur V. Comme j'ai dit tantôt, cette formule-là ressemble beaucoup à la formule de solubilité, sauf que notre volume au dénominateur, ce n'est pas le volume de solvant, mais bien le volume de solution totale utilisée. Ici, j'ai un petit exercice pour vous. Je vous demande quel bécher est le plus concentré. Si on regarde les quantités utilisées, nous avons 100 ml de solution et 10 g de soluté. 100 ml de solution et 20 g de soluté. Et dans le dernier, on double la quantité de solution, donc 200 ml de solution, et on a exactement la même quantité de soluté qu'au départ. Donc, si on veut chercher les solutions qui sont les plus concentrées, nous aurions la deuxième qui est la plus concentrée. Ensuite, nous aurions le premier bécher et ensuite le dernier. Lorsqu'on veut diluer une solution, il est nécessaire de prendre un concentré qui est ici et d'y ajouter un solvant qui est habituellement de l'eau. En ajoutant le solvant, ce que l'on fait, c'est qu'on dilue les particules de soluté dans une plus grande quantité de solvant, donc on obtient une solution qui est diluée. La formule qu'on utilise pour calculer une dilution, c'est C1V1 est égal à C2V2. Si je reprends l'exemple de tantôt où on avait 1 litre au départ et qu'on a ajouté 3 litres d'eau pour diluer cette solution, ça veut dire qu'à la fin, nous allons avoir 4 litres de solution. On réalise qu'entre le départ et la fin, nous avons augmenté le volume de 4 fois. Donc, si on regarde notre équation et qu'on voit qu'il y a une égalité ici, c'est évident que si l'on multiplie le volume par 4, il faudra diminuer la concentration par 4 également. Donc, au départ, nous avions 1 g par litre et nous avons maintenant une concentration qui est 4 fois plus petite. Dans l'autre vidéo du chapitre 6, vous aurez des exemples de calcul pour les concentrations ainsi que pour les dilutions.